Bonjour tout le monde. Je suis vraiment très contente d'être ici avec vous aujourd'hui pour pouvoir vous parler d'un sujet qui est très important pour moi, un sujet qui parle d'accessibilité et surtout dans le langage qu'on utilise tous les jours, donc dans les mots qu'on choisit pour parler de différentes situations de handicap, entre autres. Je vous appelle, ou en fait, je suis moi à Montréal en ce moment. Voici une belle photo de ma ville au printemps. Alors, on n'est pas dans la très bonne saison en ce moment. Donc, mon nom est Marjorie Onos. Je suis psychologue de formation et je suis aussi une personne en chaise roulante. Dans quelques minutes, je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis en chaise roulante. Et comme ça, ben, vous aurez une petite idée de mon histoire. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler des mots et des gestes qui sont importants. Alors, je sais que c'est un enregistrement. Ce que j'aimerais, c'est que dans vos classes présentement, vous regardiez autour et que vous vous posiez cette question-là. Les mots ont-ils le pouvoir d'inclure ou d'exclure les gens? Et j'aimerais ça que, avec vos professeurs, que vous fassiez comme un petit sondage, puis que les personnes qui pensent que les mots n'ont pas ce pouvoir-là, ils lèvent la main en premier. Ensuite de ça, ils baissent la main. Il y a d'autres personnes qui euh, pensent, ben oui, peut-être des fois, plus ou moins, ça dépend. Ben là, ils lèveraient la main. Et puis finalement, les personnes qui pensent que les mots ont vraiment ce pouvoir-là d'inclure ou d'exclure les gens, eh bien, ils pourraient lever la main à ce niveau-là. Comme ça, on pourrait avoir une petite idée de ce que tout le monde pense à propos du pouvoir des mots. Je vous ai déjà dit mon nom, Marjorie, et me voici comme plein écran. C'est sûr que sur Zoom, on voit seulement la partie du haut de mon corps. Donc, on ne voit pas ou on ne réalise pas que je suis quelqu'un qui utilise une chaise roulante pour bouger. Euh, un peu comme la personne qui m'amène ici, qui est Rick Hansen, eh bien, moi aussi, j'ai eu un accident de voiture. Celui de Rick Hansen, il avait à peu près 15 ans et revenait d'un voyage de pêche avec ses amis. Et il y a eu l'accident, il a eu une blessure médulaire, donc quelque chose qui a touché comme sa colonne et qui fait que maintenant son cerveau ne peut plus envoyer des messages aux jambes ou à toute la partie inférieure à sa blessure. Et tout ce qui est inférieur à sa blessure ne peut pas envoyer de signaux de douleur, par exemple. Donc ça, c'est une blessure médulaire. Mais Rick Hansen, quand c'est arrivé, il s'est dit, mais moi, je veux encore faire des choses. J'avais des idées d'aller aux Olympiques, je voulais faire du sport, c'était très important pour lui. Alors, il a été un peu encouragé par ses entraîneurs, entre autres, par des professeurs, des enseignants, qui lui ont dit, mais tu peux quand même réaliser tes rêves si c'est vraiment ça que tu veux faire dans la vie. Alors, ce qu'il a fait, eh bien, il s'est entraîné et il a réussi à représenter le Canada dans différentes compétitions de para-athlétisme. Il a gagné plusieurs médailles d'ailleurs dans ces compétitions-là, incluant des médailles olympiques. Puis après, il s'est dit, oui, mais j'ai fait tout ce sport-là, j'ai gagné ces médailles-là, mais il y a encore des gens qui comprennent pas que je peux faire plein de choses. En fait, que si je veux faire quelque chose, j'ai juste à trouver une solution, une façon de le faire. Alors, il a voulu comme enseigner ou dire à certaines personnes, ben, il faut comme que je leur montre qu'on est vraiment capable, puis que même si on est en situation de handicap, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors, lui et ses amis ont décidé de faire comme le tour du monde, entre autres, dans 34 pays. Mais lui qui poussait sa chaise roulante. C'est un peu par inspiration de Terry Fox, de qu'est-ce que Terry Fox avait voulu faire, qui était la traversée du Canada.
Rick Hansen, lui, s'est dit qu'il pourrait faire la circonférence de la Terre dans 34 pays. Alors, il a fait ça pendant 2 ans, 2 mois et 2 jours. Pendant toutes ces années-là, tout ce qu'il faisait chaque jour, c'était à peu près 80 kilomètres de route roulée avec sa chaise roulante. Il a utilisé, je me souviens plus combien, mais énormément de paires de gants durant son périple à rouler comme ça sur les routes un peu partout. Puis, en faisant son périple, qu'on appelle World Tour, the Tour in Motion, il a comme récolté un peu d'argent, des financements, et puis c'est avec ça qu'il a fondé la Fondation Rick Hansen, qui est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Alors, cette fondation-là, c'est vraiment l'idée de partager avec beaucoup de gens qu'est-ce que des situations de handicap, quoi ça ressemble, qui sont les gens qui ont des situations de handicap et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire dans la vie. Donc, c'est vraiment pour montrer à tout le monde qu'on est capable de faire ce qu'on veut, tant qu'on a les ressources nécessaires. Alors, c'est ce qu'il a fait après la fondation, c'est ce qu'il continue de faire euh, en nous envoyant, nous, les ambassadeurs, dans des écoles comme les vôtres pour pouvoir parler de différents diagnostics et de différentes situations. Ça, c'est un peu l'histoire de Rick Hansen. Maintenant, je vais parler un peu de certains mots. Puis là, il y a un mot sur cette acétate qui peut choquer certaines personnes. Parce que les mots, en fait, je pense qu'ils ont un pouvoir quand on leur donne un pouvoir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est un peu personnel, qui est aussi quelque chose qui est de groupe. Alors, pour quelqu'un, euh, d'avoir le nom handicap, qu'est-ce qu'un handicap? Ça pourrait choquer parce que on parle de handicap, mais c'est pas quelque chose qui m'appartient à moi. Le handicap est en fait quelque chose qui est en relation avec l'environnement. Moi, je peux faire tout ce que je veux dans ma maison. Je suis en chaise roulante et dans ma maison, j'ai pas de limitation. Mis à part le fait que quand j'ai un verre qui est trop haut, ben là, ça me pose une limitation. Mais c'est correct, j'ai un fils de 14 ans qui fait à peu près 6 pieds. Alors, c'est lui qui va me chercher mes verres. Sinon, j'ai des outils. Ça pourrait être une question que vous me posiez à la fin par email pour, euh, pour savoir quels sont les outils que j'utilise dans ma maison qui me permettent de tout faire. Alors, tout ça pour dire que dans ma maison, je n'ai pas de handicap. Par contre, si je sors et que je vais peut-être dans un hôtel parce que je voyage et que là, le lit est trop haut, ben là, ça me pose un handicap. Parce que là, moi qui est capable de faire beaucoup de choses de façon autonome, soudainement, je ne peux pas rentrer dans mon lit, par exemple. Ou quand il n'y a pas de rampe ou quand il y a juste des escaliers, ça me pose aussi un problème, un handicap. Donc, il faut faire attention avec le mot, de la façon dont on va l'utiliser et de bien comprendre que le terme handicap, c'est vraiment cette relation-là avec l'environnement. Donc, Rick Hansen a une situation qui pourrait le mettre euh, dans une situation de handicap, qui est sa blessure médulaire, le fait qu'il utilise une chaise roulante, qui est le même diagnostic que moi. Maintenant, il y a différents types autres de diagnostics qui pourraient amener à des situations de handicap si l'environnement n'est pas adapté. Et ces situations-là ou ces diagnostics, en fait, ben, ça touche beaucoup de sens ou de membres de notre corps. Alors, ça pourrait être quelqu'un qui a une problématique au niveau de la vision, qui peut pas voir, qui est aveugle peut-être. Ça pourrait être quelqu'un qui est sourd, sourd avec un grand S. Donc, il y a même une qualité dans les mots, de la façon dont on va les écrire. Quelqu'un qui s'identifie comme sourd avec un S majuscule, mais c'est vraiment une identité, quelque chose qui lui appartient. Euh, Quelqu'un qui dirait, ben moi je suis sourd, mais avec un petit S minuscule, mais ce serait quelque chose qui est moins, qu'il voit moins comme quelque chose comme son identité. Donc,
la qualité des mots est aussi à l'écrit quelque chose d'important. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui a eu une amputation, qui se retrouve avec différents mécanismes qu'il a besoin pour pouvoir bouger ou s'asseoir, en fait, pas s'asseoir, mais rester debout. Alors, une marchette, ça pourrait être aussi une autre forme de diagnostic ou de situation qui pourrait amener à une situation de handicap dans un environnement qui n'est pas adapté. À la Fondation Rick Hansen, on représente en fait trois types de grands diagnostics, on pourrait dire, ou trois types, euh, moi, je dirais, de situations. Alors, toute personne qui a au niveau de la vision, qui a eu un impact, qui voit pas bien, qui voit de façon avec comme un tunnel. Il y a différents types de situations au niveau de la vision qui pourraient comme amener à des situations de handicap dans un environnement non adapté. Euh, Aussi, la situation au niveau de la surdité, donc quelqu'un qui est sourd, par exemple, ou quelqu'un qui, au niveau de la mobilité, est affecté aussi. Donc ça, c'est les trois grands types de situations. Maintenant, je vais parler un petit peu de mon histoire puis de ma vie. Donc, pour que vous ayez une idée de toutes les choses que je fais dans ma vie, puis peut-être que vous regardiez aussi à, ah, ben ça, c'est le genre de choses que je fais aussi avec mes enseignants ou avec mes parents ou avec mes amis. Alors, voici trois de mes photos les préférées. C'est quand je venais juste d'avoir mon accident. Donc, moi, j'ai eu mon accident à l'âge de 34 ans. J'étais déjà maman. Euh, mon fils n'a pas de papa, donc c'était juste moi, maman et Thomas. Et Thomas, il avait 16 mois, donc c'est à peu près 1 an et demi. Alors, j'ai eu un accident de voiture qui a touché ma colonne et qui a touché ma moelle épinière. Et là, j'ai perdu toute sensation et toute capacité de bouger, tout ce qui est en bas de mes aisselles, donc en bas de mes dessous de bras. Et là, je me suis retrouvée à devoir être maman, mais en chaise roulante. Et donc, je me suis retrouvée à découvrir que le monde, notre société, notre communauté, parfois n'aide pas les gens qui sont en chaise roulante, par exemple. Alors, un de ces situations-là, c'est 6 mois après mon accident, je suis allée à Halifax et au Nouveau-Brunswick. C'est très drôle puisque je sais que vous êtes du Nouveau-Brunswick. Et je me suis retrouvée à vouloir aller à la plage parce que je voulais amener mon petit garçon. Eh bien, j'ai découvert que les chaises roulantes, tout ce qui bouge, une roue, ça ne va pas très bien dans le sable. En fait, je reste juste prise dans le sable puis je peux plus bouger. Mais avec mes parents, on a trouvé d'autres façons. Puis mon père a réussi à me tirer juste sur mes grosses roues pour qu'au moins je puisse mettre mes pieds dans l'eau et que je puisse montrer à Thomas euh, l'océan de la façon dont j'aurais voulu faire. Donc, c'est sûr que j'aurais aimé être debout pour le faire, mais l'idée derrière lui montrer l'océan, mais c'était que tous les deux, on ait nos pieds dans l'océan en même temps. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, même si je suis en chaise roulante. La photo du milieu, celle-là, elle était très importante parce que quand j'ai eu mon accident, ma première idée, c'était comment est-ce que je vais faire pour être maman? Et quelles sont les choses qu'on fait quand on est maman d'un petit garçon? Eh bien, une des choses qu'on fait, c'est qu'on pousse des poussettes. Et là, je me suis dit, mais il faut absolument que je trouve une façon de pousser une poussette. Alors, avec quelqu'un, un professionnel qui est une ergothérapeute, on a essayé de trouver une façon d'accrocher la poussette à ma chaise parce que je peux pas tenir la poussette si je dois utiliser mes deux mains pour pousser la chaise roulante. Alors, il fallait trouver une façon que la poussette puisse être poussée par ma chaise qui serait poussée par mes mains. Alors, on a trouvé une façon, puis ça a pris un peu de temps
Et quand on a réussi à trouver la poussette, l'ancrage pour l'attacher à ma chaise roulante, eh bien, Thomas était rendu tellement lourd que je ne pouvais pas pousser. Son poids, mon poids, le poids de la poussette, de ma chaise roulante, c'était trop lourd. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai échangé. J'ai pris le bébé de ma sœur qui n'avait que 6 mois et puis j'ai laissé mon père pousser mon fils. Mais j'avais au moins l'impression de participer à nos promenades familiales en poussant la poussette de ma nièce. Puis la dernière ou troisième photo sur cet acétate, eh bien, c'est Thomas qui, lui, a incorporé ma chaise roulante dans ses jeux. Et quand j'ai vu que Thomas devenait mécanicien d'une chaise roulante, par exemple, eh bien, j'ai su que finalement, le fait que je sois en chaise roulante n'enlevait pas le fait que j'étais vraiment sa maman et que ça changerait pas. Alors c'était une étape qui était vraiment très importante pour moi. Je rajoutais là-dessus qu'on a estimé à peu près 1,3 milliard de personnes à travers le monde qui pourraient se trouver donc avec des diagnostics, qui pourraient se trouver en situation de handicap, dont 6,2 millions de Canadiens. Alors, c'est beaucoup de gens quand on parle de personnes euh, qui seraient en situation de handicap. D'autres images qui sont importantes pour moi avec ma situation de handicap, bien, très peu de temps après mon accident, quand j'apprenais à utiliser une chaise roulante, ben, Thomas, lui, apprenait à utiliser un tricycle. Alors, j'aimais bien l'image. Puis, il y a une photo de Thomas et moi dans la piscine. La piscine, la natation, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie pour différentes raisons. La première, c'est que quand on est dans l'eau, peu importe notre situation, peu importe la grandeur qu'on a, peu importe comment notre corps il est, on est tous à la même hauteur. C'est-à-dire que c'est notre visage qui sort de l'eau et donc on est vraiment, on peut se voir les yeux dans les yeux. Et pour moi, ça, c'est spécial parce que étant en chaise roulante, généralement, quand je regarde les adultes, il faut toujours que je regarde vers le haut. Alors, le fait de pouvoir me retrouver à regarder quelqu'un dans les yeux, mais à ma hauteur, c'est quelque chose de vraiment spécial. L'autre chose, c'est que la natation est quelque chose qui est très bon pour quelqu'un qui a une situation de handicap comme la mienne. C'est-à-dire que souvent, on a des spasmes dans nos muscles et l'eau nous permet de comme libérer un peu cette spasticité. Puis la dernière photo, euh, peu importe que je sois en chaise roulante ou marcher, ben, je pourrais toujours aller prendre une marche avec Thomas. Et une de nos marches préférées qu'on aime, c'est d'aller au bord de l'eau, proche de Montréal, un canal qui s'appelle le canal La Chine. Je rajouterais un petit fait important ici. 71% des personnes qui sont en situation de handicap généralement rapportent deux situations, donc plus qu'une. Donc, quand on parle de différents diagnostics, souvent, il faut faire attention, c'est qu'on peut en voir certains qui sont visibles. Moi, ma chaise roulante, elle est très visible. J'ai plusieurs amis qui ont euh, des situations ou des conditions médicales qui font que, par exemple, ils ont de la difficulté à marcher. Mais ça paraît pas tout le temps. Quelqu'un qui est debout, qui bouge pas, mais qui a de la difficulté à marcher, mais on le verrait pas. Donc, il faut vraiment prendre conscience qu'on ne sait jamais quelle est la situation de la personne, puis quels seraient des besoins qu'elle pourrait avoir ou ne pas avoir aussi. Quelques images de ma vie quotidienne, ben ça, c'est généralement moi étant maman. Une des choses qu'on aime bien faire avec Thomas, c'est toutes sortes d'expériences de science. Alors, même durant la pandémie où il est resté à la maison pendant plus d'1 an, eh bien, on faisait des expériences sur la table de la cuisine. Il y a une image aussi ici qui est une image d'un jardin surélevé. Donc, l'été, c'est ce que j'aime faire pousser des tomates, des salades, toutes sortes d'herbes
Je fais mon pesto à partir de mes feuilles de basilic. Alors, c'est vraiment une passion pour moi. Et le fait d'avoir un jardin surélevé me permet à moi de pouvoir comme vraiment gratter le sol versus me pencher et puis manquer de tomber de ma chaise. Et sinon, la troisième photo, bien, c'est moi sur une scène parce que une des choses que j'aime faire le plus, c'est de parler, de partager mon expérience à différents publics, comme à vous. Les choses que j'aime faire pour plaisir, je vous ai parlé de la natation déjà. La photo du milieu, c'est un parc accessible. Parce que je vous ai parlé du sable et des chaises roulantes qui vont pas très bien ensemble. Eh bien, la plupart des parcs de jeux sont avec du sable ou avec des choses qui sont un peu mouvante. Donc, c'est difficile pour quelqu'un comme moi. Mais proche de ma maison, il y avait un parc où ils avaient enlevé tout le sable. En fait, le sable, il était juste dans un bac qui était à ma hauteur, donc comme sur une table, et qui nous permet de jouer dans le sable, mais sans avoir du sable dans les roues. Alors, des fois, c'est juste des petits changements. Un parc adapté, c'est un gros changement, mais tellement important pour tout le monde qui pourrait en bénéficier. Quelqu'un comme mes amis qui ont aussi de la difficulté à marcher dans le sable, c'est très difficile. Donc, ça touche vraiment beaucoup de personnes à ce niveau-là. La troisième photo qui est encerclée de jaune, eh bien, c'est moi et Thomas en Islande. Et ça représente tous les voyages qu'on a faits, que je sois en chaise roulante ou non. À la fin, on va vous inviter d'écrire des questions par courriel. Ça pourrait d'être une des questions que vous me posez. Comment est-ce que je fais pour prendre l'avion, pour prendre le train ou différentes méthodes de transport quand je veux me déplacer? Est-ce que je conduis? Oui, je conduis. Mais vous pourriez me demander comment est-ce que je peux conduire alors que je ne peux pas pousser les pédales avec mes pieds. On revient au langage. Parce que le langage, les mots, eh bien, oui, ils ont un pouvoir d'inclure ou d'exclure les gens. Le langage, ça peut être quelque chose qui est utilisé à l'oral, donc comme moi qui parle, sous forme de signes, comme le langage des signes québécois, que Jean-François est en train de faire depuis le début. C'est aussi donc des choses qui peuvent être entendues. Si c'est moi qui parle, on va l'entendre, mais qui peuvent être aussi lues. Alors, ça peut être aussi à l'écrit. C'est une forme de langage aussi. Et si on prend le langage écrit, ben même le langage écrit, on peut le retrouver de différentes façons. C'est-à-dire qu'on peut avoir des caractères d'imprimerie, comme on est habitué si on n'a pas de situation de handicap. Donc, on voit des mots, des lettres, il y a des espaces, il y a des points, il y a des majuscules, il y a toute une routine autour de ces mots-là qui deviennent une communication. Mais il y a aussi euh, du braille, donc quelque chose qui peut être senti sous le bout de nos doigts, euh, comme des petites bosses qui sont organisées sous forme de lettres, de voyelles, de consonnes et puis de mots. Alors, le langage écrit se retrouve de différentes façons aussi. Naturellement, on peut aussi trouver maintenant comme des livres qui sont de façon audio, donc quelque chose qu'on entend. Le langage, comme je vous en ai parlé au début, c'est quelque chose qui est nuancé et personnel. C'est-à-dire que moi, généralement, qu'on dise que je suis en situation de handicap, ça me pose pas de problème. Mais me dire, par exemple, que j'ai un handicap, ça me pose problème. Parce que ça veut dire que c'est moi qui ai le handicap. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le handicap, il est créé parce que j'ai certaines limitations, certains besoins, euh, et que si l'environnement ne me fournit pas l'environnement adapté, eh bien là, il va avoir la situation de handicap. En anglais, il y a des nuances qui sont un peu différentes. Il y a des mots qui sont aussi différents.
handicap ou même situation de handicap, ça, c'est quelque chose qui ne s'utilise plus en anglais. C'est quelque chose de très offensant. Et donc, ils ont d'autres mots pour déterminer, si je devais donner cette présentation-là, par exemple, j'utiliserais d'autres mots et pas le mot handicap. Donc aussi, à travers les cultures, il y a des mots qui peuvent avoir une signification qui est différente de l'autre. Comment est-ce qu'on se démêle avec tout ça? Eh bien, on se démêle avec tout ça en demandant à la personne. Si on a besoin de mentionner sa situation de handicap, bien, on pourrait lui demander comment est-ce que je parle de ta situation de handicap? Est-ce que je dis que tu es sourd avec un S majuscule? Est-ce que je dis que tu es en chaise roulante ou est-ce que je dis que tu es blessé médulaire? Comment est-ce qu'on détermine ou quels sont les mots que toi tu utilises? Donc ça, je pense que c'est une façon d'être très respectueux envers la personne. Cela étant dit, il y a différents mots ou différents types de mots qui peuvent amener un certain inconfort. Alors, des fois, il y a des gens qui vont dire, ah, vous avez des besoins particuliers ou des besoins spéciaux. Ou même le terme les Olympiques spéciaux, ça amène quelque chose comme on est à part. Et je pense que souvent, on essaie de trouver des mots qui sont plus rassembleurs et qui sont plus inclusifs. Je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important. Donc, on pose à la personne, mais on essaye en même temps de trouver des mots qui sont rassembleurs dans notre langage. Et puis, la plupart des gens qui sont en situation de handicap, de toute façon, quand on veut être présenté à quelqu'un, je veux pas être présenté à quelqu'un par ma chaise roulante ou par ma blessure médulaire. Je veux être présenté à quelqu'un, mon nom. Donc, si on dit, ah, Julie, je veux te présenter Marjorie, eh bien, on utilise les mots. On n'a pas besoin de signifier la situation de handicap. C'est pas quelque chose qui est nécessairement euh, utile ou même qu'on peut comme utiliser dans nos interactions qu'on pourrait avoir avec quelqu'un. Alors, il faut penser à ça. Maintenant, je vais vous présenter quelques situations euh, pour essayer de trouver des façons d'inclure les personnes en situation de handicap. Alors, si on se retrouve avec un nouvel ami dans l'école qui s'appelle Jay, eh bien, on pourrait demander à Jay, Hey Jay, à quel jeu est-ce que tu aimes jouer? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Donc, c'est de demander à la personne, mais d'essayer de trouver quelque chose d'innovant, en quelque sorte. Moi, j'ai eu cette situation-là où j'ai ma nièce et mon neveu qui m'ont demandé, mais tata, comment est-ce qu'on peut jouer au basketball avec toi maintenant? T'es en chaise roulante. Le panier de basket est vraiment trop haut pour toi. C'est pas juste. Alors, ils ont trouvé leur façon. Ils sont allés chercher des chaises, pas des chaises roulantes, hein, mais moi, je mettais mes freins. Et là, on s'est amusé à lancer des paniers. Donc, à lancer le ballon dans le panier. Donc, des fois, c'est juste d'avoir une petite idée, quelque chose qui inclut même dans les activités qu'on fait. Sur cet acétate-là, je vous présente Manor. Alors, Manor, eh bien, Manor, elle est aveugle. Alors, quand on se présente à Manor, puis j'aurais dû le faire au début, en fait, on peut dire Bonjour Manor, moi je m'appelle Marjorie. J'ai des longs cheveux bruns qui sont jusqu'aux épaules ou un peu plus longs. Mes yeux sont bruns, je porte des lunettes, je suis en chaise roulante. Donc ça pourrait aider dans la communication avec Manor. Maintenant, moi, j'ai une très bonne amie qui est aveugle aussi, qui est maman de 3 enfants, et puis qui m'a dit souvent, c'est moi, la description physique, c'est pas vraiment quelque chose qui est important. Elle doit se souvenir de tous les mots que je dis parce qu'elle n'a pas d'autres signes visuels. Donc, elle dit, si tu prends le temps de te décrire, bien, moi, ça me donne de l'information que je rejette, mais j'ai de la misère à comme
mettre le focus sur qu'est-ce que tu veux me dire. Alors, des fois, encore une fois, ben, c'est la préférence de la personne. Alors, il y a certaines personnes qui sont aveugles qui veulent avoir une description juste pour avoir une idée à quoi on ressemble, mais il y en a d'autres qui trouvent que c'est de l'information inutile étant donné leurs conditions et toute l'attention qu'ils doivent porter à tous les autres mots qu'on dit. Maintenant, je vous présente Una. Alors, Una, elle est sourde et on pourrait lui demander quel est le signe pour ami en langage des signes. Maintenant, j'ai fait mes recherches. Alors, Jean-François pourra me dire si j'ai raison ou si je le fais bien. Peut-être qu'il va pouvoir me corriger. Mais ami, c'est comme ça. Excellent. Donc ça pourrait être quelque chose que vous pourriez pratiquer. Puis vous pourriez même regarder sur l'Internet. Il y a beaucoup de vidéos YouTube incluant sur la langue des signes québécois. Donc, vous pourriez regarder ça et ça pourrait vous donner des idées. Maintenant, quelques faux pas, donc des choses qu'il ne faut pas faire versus quelque chose qu'il faut faire. Alors, à éviter, touchez pas nos appareils. On touche pas le chien qui est là pour aider quelqu'un qui a une problématique au niveau de la vision. On touche pas la chaise roulante non plus de quelqu'un qui est blessé médulaire. En fait, si vous touchez ma chaise sans me demander, sans que je le sache, ça pourrait me déséquilibrer, je pourrais tomber. Donc, c'est vraiment super important de toujours demander à la personne. En fait, c'est comme le chien, la canne, la chaise, c'était une extension de notre corps. Donc, si vous n'aimez pas qu'on vous pousse dans le dos, mais nous, on n'aime pas ça quand on touche à nos équipements qui nous aident à bouger dans le monde. Euh, Ne présumez pas non plus que parce que je suis en chaise roulante ou parce que je suis en situation de handicap que j'ai besoin d'aide. Souvent, je vais magasiner, je vais aller chercher la nourriture pour la semaine. Et puis, il y a toujours des gens qui me demandent, ah, est-ce que je peux t'aider? Alors, demander, c'est super. Mais la réalité est que si je fais mes courses à chaque semaine, ben, généralement, c'est parce que je sais que je suis capable de le faire. Contre, s'il y a une grosse tempête de neige, puis que je sors d'un building, puis là, il y a de la neige sur ma voiture, ben là, s'il vous plaît, demandez-moi de l'aide, si j'ai besoin d'aide. Parce que c'est clair que dans une situation comme ça, je vais avoir besoin d'aide, ne serait-ce que pour déblayer ma voiture pour que je puisse voir. Donc, des fois, il y a des situations de la vie courante où il faut juste se dire, mais si la personne, elle est dans le magasin, c'est parce qu'elle sait qu'elle est capable d'être dans le magasin. Elle n'a pas besoin d'aide, à moins qu'il y ait quelque chose de très haut, puis que on voit que j'essaie de prendre une boîte de bartende qui est vraiment trop haute. Donc, de voir la différence, c'est important. Mais sinon, dans le doute, on peut toujours poser la question, puis ça devrait, si c'est avec un sourire, ça devrait bien passer. Euh, Adressez-vous à la personne aussi. Alors, dans une situation où on aurait euh, je pense que c'était Manour qui était aveugle, Una qui était sourde. Donc, dans une situation où on a Una et Jean-François est là pour signer et faire la traduction, en fait, eh bien, même si Jean-François, il est très gentil, on ne regarde pas Jean-François, on regarde Una, parce que c'est Una qui nous parle, même si c'est la voix de Jean-François qu'on va entendre. Donc ça, je pense que c'est important, par respect pour la personne, de vraiment s'adresser à la personne, même si la voix vient d'une autre personne. La même chose, quand moi, je me présente à un comptoir pour demander de l'aide, ben, il faut que la personne me réponde à moi, pas à la personne qui est debout derrière moi. Ça m'est arrivé plusieurs fois où là, soudainement, c'est comme si j'étais invisible parce que j'étais plus basse et en chaise roulante. Donc, adressez-vous à la personne. C'est vraiment important. Et c'est là où les mots sont là pour inclure la personne.
Alors ici, on est presque rendu à la fin. Ici, on parle d'une personne qui a fait la différence dans ma vie et je vais vous les présenter. Ce sont ma famille et mes meilleurs amis. Alors, tout ce beau monde-là, mes neveux, nièces, ma sœur, mon frère, mes meilleurs amis ici, eh bien, quand j'ai eu mon accident, tout le monde a dit, mais nous, on va s'assurer que tu fais toutes les activités qu'on aurait fait avec nous. Alors, ça m'a amené à être, par exemple, sur la photo là, on est à Hawaï, dans la forêt tropicale. Comme vous pouvez voir, on n'était pas très bien équipés puisqu'on a des sacs plastiques pour essayer d'éviter d'être mouillés. Eh bien, on a essayé d'aller voir une chute qui était très belle, mais le terrain était comme mouillé, avec beaucoup de cailloux, euh, un petit chemin de terre. Alors, j'ai eu besoin de tout ce beau monde-là pour pouvoir passer à travers les obstacles, pour pouvoir aller voir la chute. Mais eux, ils ne voulaient pas me laisser dans le stationnement. Donc, ce sont des personnes qui font de la différence dans ma vie à tous les jours. Mes meilleures amies, elles m'ont dit, mais on serait parti en voyage si tu étais debout. Eh bien, on part en voyage avec une valise de plus et puis une chaise roulante. Et c'est pas la fin du monde. Donc, les gens qui m'ont vraiment inclus parce qu'ils m'aiment la situation de handicap, c'est juste qu'on a besoin de planifier un petit peu plus, mais sinon, on est capable de faire beaucoup de choses. Quelques leçons clés à retenir. Essayez de comprendre les préférences de chaque personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Puis de faire preuve d'un intérêt authentique et sincère, c'est-à-dire que vous voulez vraiment apprendre à connaître la personne, pas la situation de handicap. C'est pas une question de ah, mais je veux tout savoir. Non, on veut connaître la personne et à travers notre découverte de cette personne-là, à travers nos conversations, eh bien, c'est là où on peut apprendre un peu plus sur toutes les situations où la personne a besoin d'aide ou les situations où elle est très capable de faire les choses. Alors, on pourra le deviner à force de parler avec la personne. N'hésitez pas à apprendre puis à utiliser les conseils qu'on reçoit, les incorporer, parce que c'est la meilleure façon de s'améliorer et de s'assurer que notre langage est là pour inclure et non exclure les autres. Là-dessus, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous aurez beaucoup de questions pour moi. Encore une fois, à les écrire euh, par groupe et à les envoyer à Margaret. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup et merci à Jean-François.